Salam alaikum al-Zulfilaouen, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par le bras de fer qui se durcit encore un peu plus entre l'Algérie et la France. Les autorités algériennes ont annoncé dimanche dernier l'expulsion de fonctionnaires français de sa capitale. La France a décidé de répondre en adoptant une mesure identique. La France a convoqué le chargé d'affaires algérien à Paris pour dénoncer la décision injustifiée et injustifiable d'Alger d'expulser des fonctionnaires français et lui indiquer que Paris allait riposter en renvoyant des diplomates algériens. La crise diplomatique entre l'Algérie et la France semble avancer irrémédiablement vers le pire. Les révélations d'une enquête d'un journal français, en l'occurrence le journal du dimanche, qui accable les autorités algériennes dans le dit scandale d'Amir Dized. Le journal du dimanche titre « Enquête barbouzerie algérienne en France, tout ce qui accuse Tebboune et son régime ». D'après le journal français, le Quai d'Orsay a saisi les autorités algériennes pour leur demander de lever l'immunité du premier secrétaire de l'ambassade afin qu'il soit convoqué par la justice française. Entre l'Algérie et la France, l'accalmie n'a duré que 2 semaines. Jusqu'où ira cette crise entre Alger et Paris? Dans le même ordre, lors de la 19e session de la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays islamiques tenue à Jakarta du 12 au 15 mai, la délégation malienne a accusé l'Algérie d'ingérence dans les affaires intérieures de son pays et de déstabilisation. L'Algérie a réagi aux accusations du représentant malien par la voix du député Ben Hamouda qui a souligné dans son intervention mise en ligne par l'Assemblée que l'Algérie, connue pour la constance de ses positions, sa sagesse et sa modération, ne saurait rester silencieuse face à des allégations malveillantes la visant. Soulignons que la réponse avait été donnée depuis la tribune de l'Union et au nom de l'Algérie digne, sans sombrer dans le langage agressif ou injurieux. Alors que la tension avec la France a atteint un niveau sans précédent depuis l'indépendance de l'Algérie, le chef de l'État, Ahmed Tebboune, a mis les voiles. Le lundi, donc cette semaine, direction la Slovénie. Il y est en visite d'État de 2 jours, à l'invitation de la chef de l'État slovène. Quelle est l'utilité d'aller chercher des marchés en Slovénie, sachant que le marché de ce pays est minuscule? Alors que tous les observateurs se sont posé la question pourquoi l'Algérie a été mise à l'écart des célébrations à Moscou du 80e anniversaire de la fin de la guerre contre les nazis par son allié historique. Une absence qui a soulevé beaucoup de questions. En même temps, le dernier numéro de la revue El Jaish est dans son édito intitulé « Notre mémoire nationale, fondement de l'édification de l'Algérie victorieuse ». La revue revient sur la commémoration des massacres du 8 mai 1945 et une occasion de rappeler l'engagement de préserver l'héritage des chouhadas et de renforcer les valeurs de l'Algérie nouvelle victorieuse qui avance avec sécurité et stabilité, affirme la revue El Jaish dans son numéro du mois de mai. El Jaish exprime sa certitude que les réalisations accomplies jusque-là que ne peuvent nier que les ingrats, ceux dont le cœur est empli de rancœur ou les conspirateurs, ne sont pas le fait du hasard. Ils sont le fruit d'efforts acharnés, toujours fondés sur la sincérité et l'honnêteté, en mettant l'intérêt suprême de la patrie au-dessus de tout, en ayant une foi profonde dans le poids du legs et de son caractère sacré. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Des fuites des services de renseignement français accusent Alger de traquer ses opposants à l'étranger. La France aurait demandé à l'Algérie de lever l'immunité de diplomates impliqués dans ces affaires. Un premier secrétaire de l'ambassade et le vice-consul à Créteil sont cités dans l'affaire Amir Dized. Les autorités algériennes sont accusées de planifier l'élimination d'opposants sur le sol français.
Les actes reprochés seraient coordonnés au plus haut niveau et non des cas isolés. Ces accusations ont provoqué une vive inquiétude au sein des autorités françaises. Emmanuel Macron aurait réclamé des rapports détaillés sur le dossier algérien. Le plus grave dans les fuites des services de renseignement français est l'accusation directe du président Tebboune. Face à l'échec des extraditions, Tebboune aurait activé les services de renseignement. Il serait mis à écarter même ses proches et à réprimer toute opposition. Ces révélations pourraient faire dégénérer la crise diplomatique avec la France. Voilà, donc rétro-info de la semaine. Comme chaque samedi, on va revenir donc sur les thèmes qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. Et j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hamid Lellou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous depuis Washington, les États-Unis, donc via Skype. Hamid Lellou, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Hamid. Ah, on a un petit souci de son, Hamid Lellou, on va essayer de régler ça tout de suite. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Mourad Ifsah, consultant et membre fondateur du comité de citoyens algériens. Il est avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Mourad Ifsah, bonsoir. Il n'est pas avec nous, Mourad Ifsah. En tous les cas, il sera avec nous depuis Paris. Et aussi, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Alger M. Mnowar Djahdi, ancien député et président de la commission des transports et des télécommunications au sein de l'APN, donc l'Assemblée algérienne. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. M. Mnowar Djahdi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, M. Mnowar. Bonsoir, M. Nassar. Bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Marhaba bik, Si Mnowar Djahdi. Barakallahu fik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va revenir bien sûr sur les thèmes que j'ai étayés un peu dans mon introduction. La question de la diplomatie, la relation algéro-française, jusqu'où ira cette crise. Bien sûr, on va revenir sur les derniers rebondissements par rapport à cette crise. D'abord, on va juste vous montrer cette petite vidéo, de l'ENTV, parlant des expulsions des agents français. السلطات الجزائرية طالبت من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. ويأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر. فخلال الفترة الأخيرة رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري دون أن تستوفي بشأنهم الإجراءات الواجبة. Voilà donc ce reportage de l'ENTV qui indique, bien sûr on en a parlé cette semaine sur la chaîne Al-Magharibiya, l'Algérie demande le rapatriement immédiat des agents français, on parle de 15 agents bien sûr, mais aussi la riposte du côté aussi de la France, de Paris. On regarde cette vidéo. J'ai convoqué le chargé d'affaires, le représentant de l'Algérie en France, pour lui indiquer que notre réponse est immédiate, qu'elle est ferme et qu'elle est strictement proportionnée à ce stade avec la même demande, c'est-à-dire le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n'auraient pas actuellement de visa.
Et nous lui avons fait savoir également que nous nous réservons la possibilité de prendre d'autres mesures en fonction de l'évolution de la situation. On en est où de la riposte graduée? Vous avez raison, ça ne bouge pas et ça s'empire. Ça bouge en tout cas dans le mauvais sens. De notre côté, pris des dispositions pour demander l'expulsion d'un certain nombre de personnes algériennes qui ont un passeport diplomatique mais qui n'ont pas de visa et qui seront donc expulsées rapidement en Algérie, à qui on a demandé de quitter le territoire français. Et aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, le président de la République et le Premier ministre travaillent sur d'autres dispositions plus importantes, en particulier sur une partie de la diaspora algérienne, pour avancer sur d'autres sujets. Voilà, donc expulsion d'agents français du côté d'Alger, réciprocité donc du côté français aussi, expulsion d'agents algériens. Jusqu'où ira cette crise diplomatique entre Alger et Paris? Tous les observateurs se posent cette question. C'est une crise inédite, si on peut dire, en termes de gravité de cette crise, mais aussi beaucoup d'observateurs parlent d'éventuelles ruptures diplomatiques entre l'Algérie et la France. On peut envisager ce scénario? La question sera posée bien sûr à nos invités. Mnower Djadi, je pense que je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire donc cette escalade, ce bras de fer entre Alger et Paris, d'après vous, Mnower Djadi? Merci, Sinassal. Tout d'abord, je dirais que la France traverse une crise multidimensionnelle. Sur le plan politique interne, politique extérieure, a été chassée de l'Afrique, traverse une crise économique avec une dette qui est supérieure à 3 000 milliards d'euros. Sur le plan social, sur le plan pouvoir d'achat des Français est en chute libre. Et ils ont trouvé l'Algérie pour faire taire sa population et défendre je dirais un voleur de poules, comme je le qualifie, MRDZ, c'est un analphabète trilingue. Il se présente comme, même les Français le présentent comme un journaliste. Je dirais que c'est une histoire qui a été montée de toutes pièces. Et la motivation de l'Algérie cette semaine, d'expulser les 12 Français qui travaillaient, qui sont rentrés pour travailler dans l'ambassade de France en Algérie, a été motivé du fait que, bon, je ne suis pas spécialiste dans le domaine de la diplomatie, mais je dirais que certaines formules, certaines démarches, certaines conventions n'ont pas été respectées. Ils sont venus avec des passeports de service et ils se sont dit qu'une fois arrivés en Algérie, ils leur font le visa d'entrée. Or, en principe, la diplomatie française devrait informer la diplomatie algérienne ou l'État algérien de toute cette démarche. Il y a une démarche à suivre sur le plan international. La France doit s'incliner, elle doit suivre cette démarche. Malheureusement, chose qui n'a pas été faite. Et maintenant, je dirais pourquoi s'acharne Yannick Ngoul, que beaucoup de gens ne le savent pas. La France, à un certain moment, je dirais avant 2019, exportait vers l'Algérie entre 24, 25 jusqu'à 30 milliards d'euros. Dans tous les domaines. Je ne parle pas du blé ou la poudre du lait ou les produits agroalimentaires. Même je dirais que les usines dans le domaine de la sidérurgie, comme toutes les conduites de gaz et de pétrole et de l'eau, les transferts, par exemple, de Ain Salah à Ain Amenas, ont été certains traîtres, je dirais, de l'intérieur, et à leur tête, à l'époque, il était à 2 fois ministre de l'Industrie, Bouchouareb, qui travaillait, c'était un agent français avec Sansal, qui était son
son directeur de l'industrie, étaient des traîtres et travaillaient pour la France. La France, avec ses pions, ses traîtres, ont bousillé tous les projets initiés par le gouvernement algérien qui sont succédés depuis les années 70. La France voulait toujours que l'Algérie soit un marché pour elle. Tous les projets d'adduction, de transfert d'eau, pour l'irrigation ou pour l'eau potable, on ramenait des tuyaux qui coûtent jusqu'à 10 fois plus cher, ce qu'on appelle les tuyaux en fonte déductible de Pont-à-Mousson de France. C'est une usine qui fabrique des tuyaux en béton. En fait, on les ramenait de France au détriment de nos usines qui fabriquent des tuyaux en acier al-Hadjar très bien. C'est pour cette idée. Je termine avec ceci. C'est pour ça que depuis l'arrivée de M. Abdelmajid Tebboune, il a arrêté tout ça. Nous avons les moyens de notre politique dans le domaine industriel, sur le domaine agricole, sur le domaine agroalimentaire, et l'Algérie est en train d'arrêter tous ces produits au détriment des produits nationaux. Et alhamdoulilah, les orientations de M. Abdelmajid Tebboune depuis 2019, il travaillait, il donnait des directives à ce que la priorité est donnée aux produits nationaux. Très bien. Donc, il faut produire et il faut sauvegarder, il faut protéger les produits nationaux et éviter, même, on est arrivé à partir de 2023-2024, les nouvelles orientations de M. le Président Abdelmajid Tebboune, il ne faut pas exporter des produits de matières premières. Il faut faire des transformations et ce que nous sommes en train de faire, Inch'Allah. Et c'est pour cela que la France s'acharne contre l'Algérie parce qu'elle a coupé ces marchés-là au détriment de l'économie algérienne. Alhamdulillah, donc on voit sur le terrain la production du blé. Très bien. L'idée, elle est très claire, Sibnawar Djahdi. Pour vous, donc, la question est une question commerciale qu'il fallait protéger, donc, d'après vos paroles, le produit national. Mais, très rapidement, parce qu'on veut faire passer donc la parole entre vous sans prendre beaucoup à répondre à mes questions. Comme ça, vous aurez le temps de répondre à plein de questions aussi. Sibnawar Djahdi, comment expliquer dans ce cas l'interview d'Abdelmajid Tebboune juste avant les élections présidentielles de septembre 2024? Et ça, bien sûr, avant la fin juillet. Et je vais vous dire pourquoi j'ai donc cité la fin juillet. Il a clairement dit, Abdelmajid Tebboune, que la visite du chef de l'État algérien, et bien sûr, il ne savait pas si ça sera lui, puisqu'il y aura des élections en septembre, et que cette visite était programmée, je pense, fin septembre ou début octobre, il a dit que c'est une visite historique en France et que tout allait bien entre l'Algérie et la France. La chose qui a basculé cette relation, c'est la reconnaissance en fin juillet, donc la fin juillet 2024 de la France, la reconnaissance donc de la marocanité du Sahara occidentale. Et de là, on a commencé donc à convoquer, à rappeler l'ambassadeur, et après on sait très bien ce qui s'est passé avec l'affaire Boualem Sansal et avec aussi l'affaire aussi d'autres affaires dont l'agent consulaire qui a été donc emprisonné ou l'affaire Amir Dezel. Tout allait bien avant la reconnaissance ou le changement de position de la France par rapport à l'affaire du Sahara occidental, Sibnawar Djahdi. Ce que je disais tout à l'heure, la France aussi... C'est pas ce qu'il nous disait. C'est pas une question de protéger le produit national. C'est pas une question qui est liée à l'économie, aux échanges qu'il y a entre la France, entre l'Algérie et la France. On n'a jamais entendu ça avant. Justement, c'est la goutte qui a fait déborder le vase.
En 2022, lorsque Macron était venu en Algérie, il y avait une convention qui était claire, nette et précise, à ce que tous les Algériens اللي جازوا في المحاكم الجزائرية عقم عليهم الحكم, tel que par exemple à leur tête Bouchouareb, l'extradition de la France sera assujettie à cette convention de 2002. Malheureusement, l'Algérie en 2023-2024 a tout le temps demandé l'extraction de Bouchouareb, chose qui n'a pas été faite. La France a refusé cette extradition. Et je dirais que la question que je pose, Netanyahou, il a massacré toute une population, les Ghazaouis, مساكن بالمناسبة لا ماشي سي منور جعدي احنا والله يا سي منور معليش خليني برك تفضل باسكو جو دوا اوسي دوني لا بارول aux autres invités. تفضل سي منور. La France qui défendait le droit de l'homme, la France qui défendait la liberté d'expression, et la France qui était où est l'enquête de Mehdi Ben Barka qui a été assassiné en 65. Comment se fait-il un homme d'État, un homme comme Mehdi Ben Barka a été assassiné à Paris, en France, hein, en complicité avec les Israéliens? Où étaient les services secrets français? Maintenant, il défendait un voleur de poules, hein, qui n'a ni tête ni queue, je m'excuse du terme. La France défendait un voyou, un vaurien, hein, d'être menou Gouba. معليش ابقى معنا سي منور جعدي, ابقى معنا. On aimerait bien que ça soit vos réponses يعني directes et un peu court, et là je parle à tous mes invités, les trois invités, comme ça on va essayer donc de poser plein de questions et essayer d'éclairer l'opinion publique. Hamid Lelou, qu'est-ce que vous en pensez donc de cette crise qu'il y a entre Alger et Paris, qui s'accentue, si on peut dire, chaque semaine? On est dans un bras de fer. On expulse des agents consulaires du côté d'Alger, on riposte du côté Paris, des accusations, cette enquête au journal, donc dans le journal du dimanche, qui accuse clairement donc les autorités algériennes pour donc leur implication par rapport à cette affaire de MRDZ. Votre réaction par rapport à la situation que vit la relation entre l'Algérie et la France? Hamid Lelou. Le développement de la crise franco-algérienne est un processus normal qui tient son cours. Je dis c'est normal parce qu'il fallait que ça arrive. Les relations ne pouvaient pas de toute façon depuis 60 ans. Je suis un peu d'accord avec M. Jadi quand il dit Sensal, Bouchouareb, c'est des agents de la France, mais il n'y a pas que. Il y a des centaines de milliers de traîtres, comme ils les appellent, qui travaillent aussi bien pour la France que pour d'autres intérêts. Je dois lui rappeler que son président, c'est lui qui a été à Matignon courir en tant que civil pour rapporter tout ce qu'il connaissait sur le système Bouteflika. Et ça, tout le monde le sait, c'est passé à la télévision, partout. Il a été manipulé, mais de toute façon, lui aussi, il suit les intérêts de la France. Ce qui se passe en Algérie, c'est ce qui se passe partout ailleurs dans le monde. On est face à un changement et un bouleversement géopolitique au niveau mondial. Et ça rentre dans le cadre du néolibéralisme, surtout au sein des régimes autoritaires, comme le régime du Sud, y compris l'Algérie, où c'est des systèmes qui cherchent à se positionner pour se maintenir, vu les changements et les chamboulements sur la scène régionale. L'Algérie, ou le régime algérien, parce que je n'ai pas envie de dire l'Algérie, le régime algérien est en train de réorienter sa politique vers d'autres cercles, vers d'autres centres, autres que ceux de la Russie et de la France. Et ça, c'est assez visible. Mais le problème, il le fait tellement mal qu'il est obligé de créer certaines distractions autour de lui pour maquiller, pour masquer ces dérives. Maintenant, le problème, pour rester qu'avec le problème de la France, la France n'a pas de problème avec l'Algérie, elle a un problème avec certaines parties au sein du pouvoir algérien qui sont anti-français. C'est tout.
Il y a encore des pro-français, malheureusement, qui sont au sein du pouvoir, au sein du système, et qui vont continuer à se battre pour la France. D'autres se battront pour d'autres intérêts. Malheureusement, tout ce qui se fait au détriment de l'intérêt national, au détriment de l'intérêt des Algériens. On va essayer de régler votre Skype parce que ça frise un peu, si on peut dire. Et je pense que le son, il est bon, mais l'image, donc, il n'est pas extra. Donc, on va essayer de régler ça. Mais la question aussi était posée à Morad Ifsah, qui était prévu donc par Skype, malheureusement. Petit souci technique, il est avec nous par téléphone. Si Morad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes consultant et membre fondateur du comité de citoyens algériens de France, en France. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sénassar, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et bien sûr bonsoir à vos invités. Et je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup, c'est Morad. Marhaba bik. C'est Morad, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous vivez en France et quelle est votre réaction par rapport donc à cette crise que beaucoup d'observateurs qualifient de bras de fer entre Alger et Paris? Jusqu'où ira cette crise? Est-ce qu'on peut aller envisager une rupture diplomatique avec tout ce qui implique donc comme conséquence? Il faut rappeler qu'en France vit une très grande communauté algérienne. Morad Ifsah, quelle est votre réaction et quelle est votre lecture par rapport donc à cette crise? Oui, je pense qu'effectivement cette crise c'est vraiment très important de la comprendre. Il ne s'agit pas de premièrement. Morad Ifsah. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, Morad Ifsah? Oui, je vous entends. Et vous, est-ce que vous m'entendez? Allô. J'ai du mal à vous entendre. Oui, là, je vous entends. Là, je vous entends très bien. Oui, donc je disais que il est primordial pour nous, en tant que citoyens algériens, citoyens engagés ou militants politiques, de comprendre ce qui est en train de se passer. Je pense que quand on parle de relation entre deux États, pour comprendre cette relation, il faut effectivement connaître la situation de ces deux pays, de ces deux États. Et il ne s'agit pas seulement de regarder l'Algérie toute seule ou de regarder la France toute seule. Regardez donc les deux États, d'une part. D'autre part, il faut aussi regarder le contexte dans lequel ces relations se sont détériorées au point où aujourd'hui on émet l'hypothèse de rupture diplomatique entre quand même des pays dont les relations sont très denses et sont très, très importantes, stratégiques pour les deux pays, pour plusieurs raisons. On peut citer bien sûr l'aspect humain, le fait qu'il y a effectivement une communauté donc de franco-algériens importante en France et en Algérie, le fait qu'il y a des relations économiques, commerciales, culturelles et politiques importantes entre les deux pays. Mais je pense qu'il n'y a pas que cela. Il y a aussi donc, je dirais des convergences aussi jusqu'à il y a quelque temps, jusqu'à il y a une année, et la visite du président de la République française en Algérie et la façon dont cette visite a eu lieu, donc ces amitiés qui ont été exprimées de vive voix par les deux présidents, mais aussi exprimées symboliquement par la façon dont ils se sont promenés tout au long donc de cette visite, montrait qu'il y avait une convergence de vues sur l'ensemble des questions stratégiques. Et soudainement, effectivement, il y a donc ces différents problèmes. Je pense qu'il y a trois éléments qui sont importants, dont on doit absolument
regarder en détail ce qui est en train de se passer pour comprendre la dégradation donc, de ces relations. La première chose, à mon avis, c'est la dégradation de la situation politique en France et du fait que l'ensemble des décideurs, entre guillemets, c'est-à-dire des forces sociales, des forces politiques qui pèsent en France, préparent l'arrivée de l'extrême droite en France. Et c'est un aspect qui est fondamental, qui va changer complètement donc le logiciel de la politique étrangère de la France et aussi donc la stratégie de l'État français, donc de sa présence et de ses relations avec les États et particulièrement l'Algérie, du fait effectivement d'une histoire qui est lourde, très lourde même, de par donc la nature donc de cette extrême droite française. Ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, à mon avis, qui est très important aussi, c'est le fait que la place des États-Unis aujourd'hui, dans la façon dont elle traite les questions qui relèvent donc des relations entre États, mais qui normalement relèvent aussi donc de questions internationales, a changé complètement la donne et fait que, par exemple, la France et tous les États européens ont obéi à l'injonction donc du président américain d'augmenter leur PIB, donc la part du PIB qu'ils doivent consacrer à l'armement et à la prise en charge de leur part donc de la guerre, des différentes guerres, jusqu'à 5% de leur PIB. Et ça montre qu'effectivement, les États qui sont avec les États-Unis, donc l'Occident, avec ces différents budgets colossaux de préparation, plutôt des budgets militaires, montrent qu'effectivement, ils sont sur la ligne de la préparation de la guerre. Donc ça, c'est un aspect fondamental. Et donc, ça veut dire qu'ils sont en train de réunir des conditions donc d'engager une guerre et de la gagner. Et parmi les aspects donc, de préparation de la guerre et de la gagner, c'est aussi amener un ensemble d'États à accepter de rentrer dans leur giron, comme l'a fait par exemple, le Maroc, qui avait des problèmes importants donc avec la France. Et soudainement, donc avec ce changement donc de situation aux États-Unis sur la question de la guerre, bah, tout de suite, donc effectivement, donc les relations se sont réchauffées. Le troisième aspect, je pense qu'il est lié au fait que l'Algérie voudrait maintenir sa position stratégique, qui est celle donc du non-alignement par rapport aux grands de ce monde, par rapport à ceux qui dirigent le monde. Et l'Algérie, aujourd'hui, est dans une situation, premièrement, du point de vue de sa stabilité, de sa force politique, diplomatique, de sa force politique, du fait de la crise politique qu'elle vit, effectivement, donc, trouve des difficultés à faire avancer cette question, donc, cette position, donc, du non-alignement sur les forces qui dirigent le monde. Très bien. Restez avec nous, Mourad Yefsah. La question aussi qu'on va poser à Mnoar Djadi, c'est la diplomatie algérienne. Est-ce que la diplomatie algérienne est isolée? Est-ce que l'Algérie est isolée? Est-ce qu'il y a une vision par rapport à notre diplomatie, puisqu'on a parlé donc de cette crise avec la France, mais aussi avec d'autres pays, des pays comme les pays du Sahel. Et bien sûr, cette semaine, lors de la 19e session de la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays islamiques qui a été tenue donc à Jakarta, cette semaine du 12 au 15 mai, la délégation malienne a accusé l'Algérie d'ingérence dans les affaires intérieures de son pays et de déstabilisation. On va juste regarder cette petite vidéo. Bien sûr, l'Algérie a répondu à ces accusations. Le Conseil national de transition, au nom de tout notre peuple ainsi que de l'AES, condamne avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamicable du régime algérien. Par cet acte, le monde entier a désormais la preuve, s'il en a encore besoin,
que les autorités algériennes soutiennent, encouragent et même favorisent le terrorisme international dans le Sahel. Les autorités de mon pays, le Mali et celles de l'ensemble de l'Alliance des États du Sahel exigent que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation. أقف أمامكم لأرد بلباقة دون أن أنحط إلى مستوى ما ورد في كلمة ممثل الطغمة المغتصبة للسلطة في مالي ضد بلاد. إن الهذيان الذي صدر من ممثل هذه الطغمة لا يمكن أن يصدر إلا عن طرف مأجور وخادم لأجندات معروفة ومشبوهة ولو على حساب وطنه وشعبه. Voilà, donc des accusations graves du côté malien concernant donc l'Algérie, mais aussi la réponse du député Ben Hamouda qui a souligné donc dans son intervention que l'Algérie, connue pour la constance de ses positions, sa sagesse et sa modération, ne saurait donc rester silencieuse face à des allégations malveillantes la visant. Mnowar Djadi, yani, quand on voit cette situation que vit notre pays, bien sûr, à l'échelle extérieure, par rapport à sa diplomatie, les relations géopolitiques des pays voisins, beaucoup d'observateurs vous diront que c'est une situation qui est chrysogène, si on peut dire, non seulement avec la France, mais aussi, on l'a vu cette semaine aussi, ou la semaine dernière avec les Émirats arabes unis, et là avec les pays du Sahel. Est-ce qu'il y a un problème dans la diplomatie algérienne? Est-ce qu'il y a un problème dans la vision du monde et des relations avec d'autres pays, dans notre pays? C'est Mnowar Djadi. Pourquoi on a tant de problèmes يعني avec plusieurs pays, ما رضيش نهضروا على فرنسا فقط. Avant que je vous réponde en fraction de seconde, je vais rappeler effectivement une déclaration de Driancourt. Il a bien dit autrefois que les Algériens sont des intelligents, ils nous connaissent mieux que nous les connaissons. Je ferme la parenthèse. En ce qui concerne ce volet-là, je dirais que, en principe, ce Malien qui représentait le Parlement installé par les putschistes au Mali, il n'a pas le droit d'assister. Il n'a pas le droit parce qu'il n'est pas légitime. Ce congrès islamique en Indonésie englobe les parlementaires élus par le peuple. Par contre, lui, il n'a pas été élu par son peuple. Et de deux. Hier, le Mali, en 2015, Azawad ont signé une convention avec le pouvoir en place à l'époque au Mali. C'était une organisation légitime qui défendait leur territoire. Ils vivent en harmonie avec le reste du Mali. Et aujourd'hui, du lendemain, avec les putschistes parlent que Azawad est un groupe terroriste. Troisièmement, l'Algérie, s'il y a un pays dans le monde, sur les 219 États ou les 220 États sur le globe terrestre, seule l'Algérie qui a vaincu le terrorisme. Pendant 10 ans, on était seul sur le terrain. On a demandé l'aide de quiconque. On était seul contre le terrorisme aveugle. Et l'Algérie a vaincu ce terrorisme. Et aujourd'hui, ce Malien nous traite l'Algérie comme étant, comment dirais-je, comment dirais-je, de terrorisme international. Non, il nous traite comme quoi nous finançons les groupes terroristes au Sahel. Et hier, l'Algérie a tendu sa main au peuple malien, pas aux putschistes. Le peuple malien est un peuple frère.
c'est un peuple musulman, et l'Algérie aidait ce peuple. Par contre, les traîtres qui gouvernent aujourd'hui, qui sont à la tête de ce peuple, le Goïta et compagnie, sont des personnes ingrates. Ils sont dirigés par télécommande par l'extérieur, par certaines forces extérieures. Et nous le connaissons. L'Algérie connaît bien les forces occultes derrière ces militaires. Très bien. Je termine par ceci. C'est Nasser. تفضل rapidement سي منور parce qu'on est pressé par le temps. تفضل. On parle de l'Algérie est isolée. Non, je regrette. L'Algérie a été élue à 2 reprises la commission de l'Union africaine et a un siège du Conseil de sécurité. Donc, elle a été votée à l'unanimité. La majorité des pays africains sont avec l'Algérie et l'Algérie détient de très bonnes relations avec eux. Nous avons de très bonnes relations avec le reste du monde. Avec la Russie, avec la Chine, avec le Vietnam, avec Cuba, Venezuela, avec l'Italie, l'Espagne, la Turquie. Très bien. ابقى معنا سي منور ابقى معنا. Restez avec nous, Simnour Djadi. Hamid Lello, je reviens à vous, désolé, parce qu'on a eu un petit souci de connexion, mais je vais vous donner le temps de répondre, donc de rebondir par rapport à ce qui a été dit. Vous êtes libre, c'est Hamid, mais aussi de répondre à la question, puisque Simnour Djadi a parlé aussi de la Russie. Beaucoup d'observateurs se sont posés aussi la question pourquoi l'Algérie n'a pas été invitée donc au 80e cérémonie de la fin donc de la guerre, de la deuxième guerre du monde, donc où le jour de la victoire qui est connu donc en Russie, alors qu'on a vu que le maréchal Haftar, mais aussi le Ibrahim Traouri du Burkina Faso ont été invités. C'est Hamid, tfadal. Oui, alors je vais commencer par la dernière, la Russie. Bon, c'est un non-événement. Nous aussi, en Algérie, on célèbre le 8 mai, donc ce n'est pas important, d'autant plus que, sans commentaire, parce que vous connaissez mes vues sur cet énergumène, je n'ai pas envie de commenter sur son programme. Ceci dit, M. Yefsah, il a dit 2 choses intéressantes. Juste une correction. L'OTAN, la contribution de l'OTAN, ce n'est pas 5% du PIB, c'est 2%. Il ne faut pas exagérer les chiffres, c'est 2%, il peut aller vérifier cette information. Par contre, il a dit quelque chose de très intéressant par rapport à l'extrême droite française. Mais contrairement à lui et à beaucoup d'observateurs, moi je pense que l'arrivée de l'extrême droite française au pouvoir, ça va être une aubaine pour le régime algérien. Le régime algérien, comme les régimes du Sud, s'entendent très bien avec les extrémistes de l'Europe parce que les extrémistes ne croient pas à la démocratie, c'est les affaires, c'est le business entre eux. Et croyez-moi, la preuve, les relations qu'il y a entre le régime algérien et l'extrême droite italienne. Ils n'ont jamais eu de bonnes relations avec l'Italie, plus qu'ils l'ont maintenant. Maintenant, le problème de ce qui se passe au niveau international, comme je l'ai dit, parce que nous sommes dans le cadre de néolibéralisme, les régimes essaient de se maintenir. Et pour se maintenir, ils sont obligés de changer de cap parce que les caps d'il y a quelques années ont changé. La Russie, elle a décidément changé de cap, elle a choisi d'autres partenaires et le régime algérien, il est obligé de faire pareil et d'aller chercher ailleurs. Ce n'est pas la France, ce n'est pas la Russie. Et je suis d'accord avec M. Yefsah, le rapprochement avec les États-Unis se fait de plus en plus. D'ailleurs, il y a une chose dont on ne parle pas. Je me demande si le régime algérien ou la diplomatie algérienne n'est pas impliquée dans les négociations qui prennent place aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran. Je ne serais pas surpris d'apprendre un jour que l'Algérie, en quelque part, jouait les médiateurs dans cette crise qui est en train de se dénouer. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Moi, contrairement à beaucoup de vos invités, je ne parle pas que pour parler. Je redonne la parole à vos invités. Merci. Non, vous êtes libre, c'est Hamid, parce qu'il y a peut-être des questions que vous voulez prendre un peu plus de temps. On essaie d'être, bien sûr, essayer de respecter, chacun va avoir son temps. Mais
On va entamer le deuxième sujet de notre émission et je vais commencer cette question avec vous, Hamid Lellou, mais juste après cette petite intro. Voilà, donc le voyage qui a été effectué par Abdelmadjid Tebboune en Slovénie, on va se poser bien sûr des questions par rapport à ce voyage. La Slovénie, donc membre de l'Union européenne, un pays donc de 2 millions d'habitants. Je pense qu'il tourne aux alentours de 65 milliards de dollars pour son PIB. On va écouter d'abord Abdelmadjid Tebboune pendant donc sa visite en Slovénie. وحنا مستعدين للاستجابة الإيجابية لكل الطلبات نتاع سلوفينيا فيما يخص الطاقة. وحنا كأصدقاء من واجبنا أننا نمول سلوفينيا بصفة مستمرة وبصفة مضمونة جدا. في إفريقيا اللي معليش ولا سنتيم مديونية، هذا مؤشر قوي. أغلب الدول الإفريقية مستدانة يعني إلا الجزائر. اتفاقنا كان تام في كل المواضيع انطلاقا من الهجرة غير الشرعية إلى تقدم في المياه، في الفلاحة، في الذكاء الاصطناعي، في الفضاء، في كل ما تملكه سلوفينيا من قدرات وممكن تحويلها إلى شبابنا. أشكر فخامة الرئيسة على موقف سلوفينيا فيما يخص ما يجري في الصحراء الغربية. الجزائر رغم ما يقال هنا وهناك، ولكن الجزائر دولة مسالمة شغلها الشاغل هو السلم في المنطقة، السلم في البحر الأبيض المتوسط والسلم في العالم. Voilà, donc les déclarations d'Abdelmadjid Tebboune pendant sa visite donc en Slovénie. Hamid Lellou, la question est à vous. Est-ce que cette visite d'Abdelmadjid Tebboune est une visite importante concernant donc la taille de la Slovénie que j'ai rappelé qu'il est membre donc ce pays est membre de l'Union européenne. D'un côté donc la visite d'Abdelmadjid Tebboune en Slovénie, mais de l'autre côté on a parlé des crises qu'il y a avec la France, avec d'autres pays. Comment expliquer donc ce contraste de notre diplomatie, Hamid Lellou? Écoutez, c'est toujours une bonne chose que de nouer des contacts et de travailler avec d'autres pays. Hein. Ça rentre dans le cadre du néolibéralisme. C'est d'essayer de diversifier. C'est comme dans le commerce, c'est comme dans l'économie. Vous diversifiez votre portefeuille pour ne pas miser tout sur un seul pays. Ça, c'est l'idéal. La Slovénie, c'est aussi un membre de l'OTAN. Il ne faut pas l'oublier. C'est un membre de l'Europe, mais c'est aussi un membre de l'OTAN. C'est un petit pays qui ne pèse pas beaucoup sur l'échiquier international. Maintenant, quelle est l'utilité de nouer des contacts avec la Slovénie, qui est un pays voisin de l'Italie? Déjà, le régime algérien il a des relations plutôt bonnes avec l'Italie. Qu'est-ce que ça va leur apporter? Normalement, une visite diplomatique dans un pays aussi dynamique que la Slovénie, ça devrait être une visite économique. Ils sont où les opérateurs économiques algériens? Ils n'existent pas. Voyez d'autres présidents, y compris le président français ou le président américain ou le président même turc, quand ils voyagent. Ils ne voyagent pas beaucoup avec les ministres. Il y en a peut-être 2-3 ministres qui sont avec eux au maximum, mais le reste, ce sont tous des hommes et des femmes d'affaires. Parce que un président, un vrai président, c'est un représentant économique du pays. Pourquoi vous faites de la politique? Pourquoi vous êtes président? C'est pour
pouvoir avoir ce contrat social avec le peuple. Et c'est quoi le contrat social? C'est pouvoir offrir ou créer des conditions de vie favorables, de vie décente à la population. Et comment vous faites ça? Vous faites ça en faisant du commerce. La Slovénie aurait dû être, comme beaucoup d'autres visites internationales, des visites purement économiques. Le Sahara occidental, c'est important parce que moi je ne suis pas de ceux qui disent « Ah, mais on s'en fout du Sahara occidental ». Non, ça rentre dans le cadre de la sécurité régionale, ça se discute dans le cadre de l'Afrique du Nord, donc il ne faut pas oublier ce sujet, mais le régime algérien gère mal le dossier, gère mal tous les dossiers malheureusement. Très bien, restez avec nous Hamid Lello. Mourad Yefsah, la question est à vous bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez de cette visite d'Abdelmajid Tebboune en Slovénie? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vraiment l'Algérie, si on peut dire, est dans la diversification quand il s'agit donc de ses relations internationales, dans sa vision diplomatique, alors qu'on en a parlé, qu'il y a aussi de l'autre côté des crises comme la France, un grand pays dans l'Europe, mais aussi dans l'OTAN, avec qui on a beaucoup d'histoire, là où il y a une grande communauté algérienne. Votre réaction par rapport donc à cette situation, à cette visite de Abdelmajid Tebboune en Slovénie? Oui, premièrement, il faut qu'on rappelle à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent, que la Slovénie était une composante donc de l'ancienne Yougoslavie. Et l'ancienne Yougoslavie était un pays ami de l'Algérie durant la guerre de libération, et la Yougoslavie a été le premier pays à reconnaître le GPRA. Le premier pays européen à reconnaître le GPRA. Deuxièmement, c'est le principal pays qui avait donc livré énormément donc d'armes à la rébellion, donc à la révolution algérienne, et un soutien diplomatique, que ça soit au travers donc de conférences internationales, que ça soit au sein de l'ONU, que ça soit au sein donc du mouvement des non-alignés, etc., au point où la France avait rompu les relations diplomatiques avec la Yougoslavie du fait donc du niveau de soutien qu'avait donc engagé à l'époque la Yougoslavie donc vis-à-vis donc de l'Algérie. Ça c'est un premier point qu'il faut rappeler. Donc nous sommes des amis de longue date, d'autant plus que c'était à l'époque où nous étions dans une situation difficile. Deuxième aspect, la Slovénie dernièrement est le premier pays européen à reconnaître l'État de Palestine. Donc c'est quelque chose aussi d'important en ce qui concerne la politique étrangère de l'Algérie. Donc quelque part, il y a une convergence, à mon avis, et il y a une base de convergence sur laquelle il est possible de développer des relations diplomatiques avec ce pays, d'autant plus qu'il se trouve qu'il a un besoin donc en énergie, en gaz, que nous, en tant que l'Algérie, aujourd'hui, donc elle peut non seulement satisfaire, mais aussi c'est un moyen pour elle donc de développer aussi la commercialisation donc de son produit, de son premier produit d'exportation aujourd'hui, qui est quand même le principal produit qui assure la souveraineté, on peut dire, la souveraineté donc du pays. Donc moi je pense qu'effectivement à partir de là, il est tout à fait normal donc pour l'État algérien, donc de renforcer ses relations et de chercher à les développer, d'autant plus que les grands pays qui sont en Europe aujourd'hui donc ont une politique agressive vis-à-vis de l'Algérie, du fait qu'effectivement donc il y a un refus donc de s'aligner sur leur position. Donc
Et je reviens encore une fois, donc Monsieur Leloup donc dit des choses à mon avis qui sont pas justes. Le budget donc de militaire de la France aujourd'hui donc il est porté à 3,5% de son PIB, avec le vote donc européen donc d'allouer 800 milliards donc d'euros donc pour l'armement donc de l'Europe. La part de la France, avec la part de la France, le calcul qui est fait par des économistes disent qu'effectivement cela va porter le pays à 5%, donc le budget militaire donc de la France à 5% de son PIB. Donc voilà, donc le calcul il est fait comme ça, les données sont publiques sur le site du gouvernement français, donc il y a rien à dire. On va dépasser cette question, Abdelmourad. On va dépasser cette question, mais vous avez dit que cette visite elle est importante, et bien sûr vous avez étayé quelques faits historiques aussi. Mais quand on voit de l'autre côté qu'on a des problèmes avec ces grandes nations, très rapidement, parce qu'on a aussi un troisième sujet qu'on veut traiter, très rapidement, pourquoi la diplomatie algérienne n'arrive pas à apaiser? Est-ce que vous pensez que le problème est seulement un problème d'orientation de notre politique, des principes, si on peut les appeler ainsi, des principes diplomatiques algériens qui font problème, que ces grandes nations veulent que l'Algérie rentre dans le rang, comme vous le dites, Mourad Ifsa? Oui, je pense que si on ne veut pas avoir de problème, il suffit que l'Algérie s'aligne sur les États-Unis et vous verrez qu'effectivement tous les problèmes sont réglés. Ou alors que l'Algérie s'aligne sur la Chine ou s'aligne sur la Russie. Et c'est pas le choix qui a été fait par l'Algérie. Donc moi je regarde, c'est pas, je pense que l'État algérien c'est un État qui aujourd'hui n'est pas au niveau du rapport de force avec ces pays qui dirigent le monde, mais n'empêche qu'il a hérité de la révolution algérienne, je dirais, donc un principe qui est fondamental, qui est celui du non-alignement. Et je pense que c'est une question qui est juste. Moi, personnellement, je suis contre l'alignement de l'Algérie sur un pays, je suis contre l'implication de l'Algérie dans une guerre, je suis pour la paix. Je pense que notre pays a besoin de paix, a besoin de stabilité. Et pourtant, l'Algérie a soutenu... Pour sa santé, pour son école, et pour ses routes, et pour son industrie, pour son agriculture, et non pas pour la guerre, alors que effectivement ces pays veulent la pousser à s'impliquer un peu plus donc dans leurs intérêts, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Très bien. Et la question qui se pose, est-ce qu'on a encore des pays qui sont non alignés, Mourad, puisque l'Algérie, elle était avec la Russie, par exemple, dans le conflit contre l'Ukraine, Mourad Ifsa. On va d'abord, je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va essayer de traiter le troisième thème de notre émission, la revue Al-Jaish cette semaine, l'édito Al-Jaish, juste après cette petite intro. Voilà, donc Simon Warjadi, la question sera à vous bien sûr. D'abord, on va écouter dans cette petite vidéo ce qui est venu donc dans cet édito de la revue Al-Jaish du mois de mai. L'éditorial ajoute également qu'il est du devoir de tous, peuple et armée, de préserver la souveraineté nationale face à tous ceux qui tenteraient de la viser, d'attenter aux constantes nationales, à l'intégrité territoriale et à l'unité du peuple, en faisant barrage au complot ourdi qui use notamment de la désinformation et de la propagande destructrice pour saper la stabilité du pays. À ce propos,
L'édito rappelle les déclarations du général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, lors de sa dernière visite dans la 4e région militaire, où il a souligné la nécessité de lutter contre la propagande mensongère utilisée comme une arme pour atteindre des objectifs politiques douteux, appelant le peuple algérien à faire preuve de vigilance et d'engagement patriotique pour déjouer les plans sournois qui visent l'Algérie. Voilà, donc l'édito Al-Jaish qui titre, et là le titre de l'édito Al-Jaish, notre mémoire nationale, fondement de l'édification de l'Algérie victorieuse. Simnouar Jadi, l'Algérien se pose des questions par rapport donc à l'édification de l'Algérie victorieuse entre un récit des autorités algériennes, du pouvoir en place, mais aussi une réalité que le peuple n'arrive pas à voir sur le terrain. Simnouar Jadi. La preuve, on a vu par exemple cette semaine les inondations, des routes bloquées, des nouveaux ponts qui ont été construits récemment donc en CD. La question se pose, où est l'Algérie victorieuse, l'Algérie nouvelle, se posent les Algériens. Simnouar Jadi. Merci. Tout d'abord, si vous permettez, Nasser, avant que je vous réponde à votre question, j'aimerais revenir sur 2 points. Je dis à votre invité de Washington qu'il respecte les gens. Je suis invité, vous m'avez invité, c'est pour défendre, pour que je m'exprime ce que je suis convaincu de mon pays et du peuple de cette Algérie, nouvelle, de cette Algérie qui prospère. Ok, donc je sais lire entre les lignes. Je ne suis pas venu ici parler pour parler. Deuxièmement, vite fait, je vais revenir sur la visite du président Abdelmajid Tebboune, comme il a évoqué votre invité de Paris, que je respecte et que je remercie. Il a donné, comment dirais-je, un historique sur les relations anciennes entre l'Algérie et l'ex-Yougoslavie, dont la Slovénie fait partie, que le téléspectateur sache ce que l'Algérie actuellement produit entre 120 et 130 milliards de mètres cubes an, et elle est en train de projeter d'ici 2028-2030 avec nos partenaires étrangers spécialisés dans ce domaine qui nous accompagnent pour arriver à une production à peu près de 200 milliards de mètres cubes. Maintenant, ce surplus, avec une consommation locale qui se situe entre 50 et 60 milliards de mètres cubes, et avec, l'énergie solaire, donc les consommations peut-être vont diminuer dans ce cadre-là, de l'énergie nouvelle et renouvelable. Donc, l'Algérie est en train de prospecter, d'anticiper les ventes de la prochaine production à partir lorsque nous arrivons à 200 milliards de mètres cubes. Il y a la Slovéquie, il y a juste à côté la Roumanie, il y a la Finlande, etc. Donc, c'est une bonne vision de notre président. Et... Allô? On vous entend. En ce qui concerne ce pays a une voix complète. Elle est membre de l'OTAN et membre de l'Union européenne. Malgré il a 2 millions d'habitants, 2 millions d'habitants, et quand même avec un PIB qui dépasse les 60 milliards d'euros. Donc c'est pas, elle est proche, la Slovaquie est très développée dans le domaine de l'industrie, la métallurgie, la sidérurgie et surtout la production pharmaceutique. Et dont l'Algérie a besoin. Donc c'est une bonne chose. Et une raison de plus que l'Algérie n'est pas isolée. Nous avons des relations. Quels sont les grands pays de ce monde? Les USA, l'Algérie a renoué ces derniers temps avec les USA. Il y a un groupe d'hommes d'affaires qui sont déplacés aux États-Unis et dans les prochains jours, il y a des hommes d'affaires, des entreprises américaines qui vont venir en Algérie prospecter le marché algérien. Ça, c'est une très bonne chose. Avec la Chine, avec la Russie, avec le Brésil, avec la Turquie, avec l'Italie, la Corée du Sud, le Japon.
L'Algérie a des très en Afrique, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, il y a l'Éthiopie, il y a la Côte d'Ivoire. Donc l'Algérie, elle détient toujours avec les grands pays de ce monde des relations formidables. Cela ne veut pas dire que la France ne représente rien en Europe aujourd'hui. Elle est à chaque dans les Émirats ne représente absolument rien. C'est un pays artificiel qui ne présente absolument rien du tout. Donc, je reviens à votre question, si vous me permettez. Très rapidement, c'est Mnowar. تفضل. Donc, je dirais que la question, c'est Nasser. La revue Le Jaish parle de cette Algérie nouvelle victorieuse. معليش خليني برك نقول لك يعني هو la revue Le Jaish dans son édito et on peut lire bien sûr les réalisations accomplies jusque-là que ne peuvent nier que les ingrats, ceux dont le cœur est empli de rancœur ou les conspirateurs ne sont pas le fait du hasard. Ils sont le fruit d'efforts acharnés, toujours fondés sur la sincérité et l'honnêteté. La question, c'est une partie des Algériens n'arrive pas à voir ces réalisations, n'arrive pas à voir cette Algérie victorieuse. Semaine هذه تكلمنا على les inondations وشفنا يعني on a vu l'état des infrastructures en Algérie. C'est une catastrophe. Chaque année, c'est les mêmes images. Il y a eu 5 morts et presque 100 blessés. Des ponts qui ont les tahou, des ponts nouveaux, des réalisations que nous dit-on chaque jour que l'Algérie avance à pas sûr, mais le problème, la réalité, elle est tout autre. C'est Mnowar Djahdi. C'est ce que disent les Algériens. Effectivement, l'Algérie avance bien avec des chiffres reconnus mondialement. L'Algérie, on ne va pas coller les calamités naturelles de ces derniers jours, les fortes précipitations. D'ailleurs, les grands météorologues au niveau mondial, ils ont annoncé en 2000, le 13, à partir du 13-14 mai jusqu'au 19-20, surtout l'Algérie, elle va pleuvoir avec des pluies torrentielles qui vont arriver à 200 à 150 millimètres. Et ils ont dit même ce qui va pleuvoir en Algérie entre le 14 et le 17, ils vont dépasser la pluviométrie de la Norvège et de la Finlande. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que c'était une spécificité. C'est une calamité naturelle qui peut arriver. Elle est arrivée en France, au Brésil, aux États-Unis. C'est une calamité naturelle due au changement climatique. On ne va pas coller tout ça, tous ces malheurs-là, sur le dos des responsables algériens. Et de deux, effectivement, arrêtons de spéculer sur. Lorsqu'on parle de l'Algérie, c'est comme il y a les généraux, il y a l'institution militaire. Nous reconnaissons et nous saluons l'institution militaire, mais pas les généraux. C'est comme il s'agit de deux choses différentes. On parle du président de la République et le pouvoir. Il y a un peuple uni autour de ces institutions constitutionnelles. Il y a le président de la République qui a été élu par le peuple en majorité, par plus de 46%. Abdelmajid Tebboune, avec son gouvernement, sont légitimes. L'institution militaire, c'est la colonne vertébrale de l'Algérie et tout le peuple tourne autour. Merci سي منور الجعدي. هذا رايك على كل حال وحنا نحترمه. On respecte votre avis. Je vais d'abord Mourad Yefsahi, je vais terminer cette émission avec notre ami Hamid Lello. Mourad Yefsah, qu'est-ce que vous en pensez donc de cet édito d'El Jaish, mais aussi on va écouter les déclarations du chef d'état-major Saïd Chingriha qui a parlé donc des menaces qui guettent notre pays, l'Algérie, mais aussi des fake news. On l'écoute. إن التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الإضرار بصورة الجزائر واجب على كل وطني غيور على وطنه، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التحلي بأعلى درجة الوعي واليقظة والالتزام الوطني والسهر على
إحباط كافة هذه المخططات الدنية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا ووحدتها الترابية والشعبية. Voilà, donc Mourad Difsah, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que effectivement nous sommes dans une situation quand même plus que dangereuse. Et tirer la sonnette d'alarme est important de le faire avant que justement que le pire ne soit là. Parce que mais elle est due à quoi cette situation dangereuse, Mourad Difsah? Elle est due à quoi? Est-ce qu'elle est due à des menaces extérieures ou à une gestion du pays qui pose beaucoup de problèmes aussi, c'est Mourad? Oui, justement, j'allais expliquer. Il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Il y a d'une part effectivement donc des puissances mondiales du fait de leur volonté de vouloir trouver des solutions à leurs problèmes intérieurs, à la crise économique et sociale qu'ils vivent, sont en train de faire feu de tout bois. Aujourd'hui, il y a des pays ouvertement qui menacent d'autres pays. Regardez ce qui s'est passé dernièrement en Syrie. En l'espace de quelques semaines, les choses ont été totalement modifiées et on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Regardez le voyage de Trump au Moyen-Orient, comment il est en train de se passer. Il est en train de ramasser des milliers de milliards de dollars. C'est inimaginable. Voilà, je pense que il y a ces pays qui aujourd'hui dominent le monde, qui voudraient que des pays comme l'Algérie soient à leur botte. Et ça, c'est un danger. Ça, c'est un premier danger. Deuxième danger, c'est le fait qu'effectivement notre pays vit dans comment dirais-je, dans un pouvoir autoritaire qui fait que il est faux de dire que le peuple algérien est uni autour de Tebboune ou de qui que ce soit. Le peuple algérien s'est révolté. Il voudrait un changement de régime. Il voudrait un changement des institutions. Il veut être souverain. Il veut décider de son destin. Et aujourd'hui, ceux qui l'empêchent de se constituer en tant que peuple souverain, ce sont ceux qui dirigent le pays. Et c'est eux qui empêchent justement qu'il y ait cette unité donc du peuple avec ses institutions. Donc, je pense que c'est vraiment un deuxième danger. C'est un deuxième danger et qui fait que aujourd'hui, contrairement donc à l'époque de la révolution algérienne, ce n'est pas vrai. Le peuple algérien, il ne fait pas unité, il ne fait pas nation avec ceux qu'il dirige. Donc, aujourd'hui, on a besoin de vérité. On a besoin de vérité pour avancer. On n'a pas besoin Et quand vous parlez de vérité, quand vous dites on a besoin de vérité, qu'est-ce que cela veut dire, Mourad Difsah, très rapidement? Ça veut dire qu'il faut pas des mensonges. Le danger, c'est pas des réseaux sociaux, c'est pas des citoyens algériens qui critiquent le régime. C'est pas cela l'ennemi de l'Algérie. C'est pas cela. Quand on regarde des partis qui ont formé des premiers ministres et des responsables, les plus hauts responsables de l'État algérien sont en prison. Et ces partis, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui continuent à diriger le pays. Le FLN et le RND. On ne s'est jamais posé la question, mais comment se fait-il que ces deux écoles politiques qui ont produit des gens qui sont condamnés, qui sont en prison à plusieurs dizaines d'années de prison. Ammar Saïdani qui est en fuite. Il n'y a pas que ça, mais c'est énorme. Et ces deux partis continuent. Continuent à diriger le pays. Donc, donc il y a nécessité de dire la vérité au peuple algérien. Il y a nécessité de débattre
de débattre, mais sérieusement, c'est pas des discours bureaucratiques comme cela qui peuvent faire avancer les choses. C'est pas possible. Et c'est pour ça que je dis, il y a deux dangers. L'Algérie aujourd'hui est vraiment en danger et il y a besoin de la défendre. De la défendre contre ceux qui veulent la piller et de la défendre de l'extérieur et de la défendre aussi contre ceux qui sont en train de la piller à l'intérieur. Merci beaucoup Mourad Yafsah. Hamid Lellou, je vous laisse le temps donc pour terminer cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez? Une question qui est vraiment qui n'est pas facile. Je pense que Mourad Yafsah aussi a soulevé deux points qui sont très importants. Qu'est-ce que vous en pensez, Hamid Lellou? Oui, tout à fait. Les points sont très très importants. Mais juste une petite parenthèse. Si Jadi, je l'appelle Si Jadi, il a tellement parlé de tout et de rien qu'il a oublié la question. Ceci, c'est ce qu'il fallait démontrer. Allez, je ferme la parenthèse. La revue Jeish, c'est malheureux qu'on soit réduit à commenter et à parler de ce que la revue Le Jeish, qui devrait être pour le Jeish. Je ne dis pas que ce n'est pas notre problème, mais il reproche aux Maliens d'être une junte, il reproche aux Maliens de parler d'ingérence, il reproche aux Maliens de ne pas être légitimes, mais ils font exactement la même chose. Et les Maliens, ils ont appris de ce régime. Pendant longtemps, c'est le régime algérien qui a soutenu tous ces régimes dans le Sahel. Maintenant, le problème qui se pose, en effet, on ne peut pas dissocier les généraux de l'institution algérienne, et c'est pour ça que moi, personnellement, je dis toujours qu'il y a certaines mauvaises graines parmi les généraux corrompus qui salissent la réputation de notre institution militaire. Pas tous. Et ceux-là, c'est évident, on les connaît, on les voit à la télévision, qu'ils soient civils ou qu'ils soient militaires, parce qu'ils sont manipulés et commandés par la police politique. Je le répéterai jamais assez, c'est la police politique qui dirige tout en Algérie, y compris l'armée algérienne. L'armée algérienne est assujettie à des coups de boutoir de la part de cette police politique à travers la corruption, à travers les menaces, à travers les chantages, parce qu'elle a de gros moyens. Et il n'y a pas de personnes qui haïssent la politique plus que les vrais militaires. Un vrai militaire, il va s'éloigner de la politique le plus loin possible. C'est pour ça qu'on n'entendra jamais parler de ces officiers de l'armée opérationnelle algérienne qui font leur travail, une fois fini, ils partent à la retraite et basta, on n'entend pas parler. Nous, le problème qui se pose, c'est avec quelques officiers de l'armée algérienne qui, malheureusement, sont utilisés par cette police politique pour faire de la politique en Algérie. Et c'est dommage. La menace, là où je ne suis pas d'accord avec M. Yefsah parce qu'il fait la même lecture que Jarida Al-Jeish, la menace de l'Algérie, la seule menace que je vois et la menace directe, c'est ce régime lui-même. Parce que les interventions étrangères, regardez, je ne parle pas que de l'Algérie, c'est connu partout dans le monde. Les interventions étrangères, les ingérences étrangères dans tous les pays, quand elles se font parce qu'il y a des vulnérabilités. Elles ne se font même pas par la force. Elles se font parce qu'il y a des vulnérabilités, parce qu'il y a des vides. Il a mentionné le cas de la Syrie. Quelle est la différence entre le régime algérien actuel et celui qui était en Syrie? Et je ne dis pas que le régime actuel de la Syrie est meilleur, parce que bientôt on va se rendre compte qu'on a affaire à des escrocs. Hein. Ce nouveau pseudo-président syrien, il n'est pas différent du précédent, croyez-moi. Mais ceci dit, la menace qui sévit ou qui guette l'Algérie en ce moment, c'est le régime lui-même. Et c'est le régime qui est en train de se débattre et en train d'essayer de changer d'alliance à droite et à gauche. Et souvenez-vous, Monsieur Nasser, il y a plusieurs années, il y a peut-être 5 ans, j'avais utilisé le terme de la gymnastique diplomatique.
À force de faire de la gymnastique diplomatique, il n'y a plus moyen de faire les grands écarts. Ça y est, vous arrivez à la limite, vous ne pouvez plus, et ben vous disparaissez. Et c'est malheureux à dire. Et le changement, je l'ai toujours dit, si l'Algérien ne prend pas en charge sa propre destinée, s'il n'est pas responsable direct et actif de son changement, de sa destinée, de son avenir, quelqu'un d'autre le fera à sa place. En ce moment, c'est le régime actuel qui est en train de le faire pour des intérêts autres que les intérêts algériens. Demain, ça pourrait être par des interventions directes. Barakallahu fi. Merci beaucoup, Hamid Lello. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, directeur de Run for Democracy en Algérie. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci aussi à Mourad Ifsah, consultant et membre fondateur du comité de citoyens algériens en France. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Simon Warjadi, ancien député et président de la commission des transports et des télécommunications de l'APN. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs. Voilà.